Salam alaikum. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Belkhadir et la Ligue de lutte contre le diabète pour son invitation. Et on va parler aujourd'hui du risque résiduel chez les diabétiques. Quand on entend parler de risque résiduel, il est sous-entendu que c'est le risque résiduel d'athérosclérose lorsque on fait tout le nécessaire pour le LDL, en quelque sorte, et qu'il y a toujours ce risque, malgré, même si le LDL est à l'objectif, il y a ce risque d'athérosclérose chez les patients diabétiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ce risque résiduel? Je voudrais commencer par cette diapositive. TRL, triglycérides rich lipoprotéines. Elles sont très importantes. C'est des lipoprotéines, comme leur nom l'indique, qui sont riches en triglycérides. Et je voudrais vous montrer un petit peu la vision, en quelque sorte, LDL centrée qu'on utilise souvent en cardiologie. Le LDL contient beaucoup de cholestérol estérifié et c'est pour ça que si le LDL est élevé, on dit le risque est élevé, et si le LDL est bas, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de risque. Par contre, chez les diabétiques, on oublie de penser à toutes ces lipoprotéines. Elles sont riches en triglycérides, mais elles contiennent également du cholestérol estérifié. Et donc, elles comportent et elles portent le risque athérogène avec elles. Et pour être très simple, ce sont TRL ou les rémanents cholestérol. Si on a un taux de triglycérides bas, eh bien, on peut considérer qu'il n'y a pas de TRL et donc tout le risque se situe au niveau du LDL. Par contre, lorsque le taux de triglycérides est élevé, chez les diabétiques, c'est souvent le cas, et lorsque il faudrait doser à ce moment-là les ApoB lipoprotéines, puisque comme vous le voyez sur le schéma, il y a un ApoB par lipoprotéine. Et si les ApoB sont élevés, c'est le risque est élevé. Voilà. Tout ça, c'est au-delà du LDL. Donc, ApoB et non HDL sont absolument importantes à mesurer et elles reflètent le cholestérol estérifié dans les lipoprotéines en dehors du LDL. Donc, c'est un risque résiduel qui est important. Eh bien, il faut les mesurer chez les diabétiques depuis 2019, comme vous pouvez le voir en encadré en vert à droite. Eh bien, chez les patients qui ont un triglycéride élevé, du diabète, obésité, syndrome métabolique ou un LDL bas, le dosage de l'ApoB est recommandé pour l'évaluation du risque. Et il y a des objectifs. Si le risque de la personne est élevé, il faut que les ApoB soient moins de 0,65. Et voici, si le risque, par exemple, cardiovasculaire est modéré, il faut qu'il soit à moins de 1. Pour le non-HDL, il y a aussi des seuils à ne pas dépasser en fonction du risque. Je pense que ces TRL, triglycérides rich, lipoprotéines et les ApoB sont le risque résiduel chez le diabétique le plus important. À côté de ça, il y a juste le taux de triglycérides en lui-même. Eh bien, il est clair que vouloir baisser les triglycérides et dire j'ai baissé les triglycérides, donc je réduis mon risque cardiovasculaire, c'est totalement faux. Totalement faux, parce qu'on le sait, eh bien, baisser les triglycérides en elles-mêmes n'est pas un objectif. Et vous voyez la dernière étude avec le pémafibrate, eh bien, pour voir si baisser les triglycérides avec un fibrate réduisait le risque cardiovasculaire, l'étude prominente
et on voit très bien que dans le suivi, au bout de 4 ans, il n'y a pas de différence significative, même si les triglycérides ont baissé. Ça fait penser à toutes ces études avec les autres fibrates, et il est clair qu'aujourd'hui, les fibrates, même si elles baissent le triglycéride et les taux de triglycérides baissent, elles ne réduiront pas le risque cardiovasculaire. Et vous voyez la conclusion, chez les patients diabétiques de type 2, chez les patients diabétiques de type 2 avec une hypertriglycéridémie légère ou modérée, eh bien, l'incidence et les événements cardiovasculaires was not lower, n'étaient pas moindres dans le groupe qui ont reçu le pémafibrate. Ça veut dire que ça n'a servi à rien. Et s'il vous plaît, en plus, ça a augmenté beaucoup d'effets secondaires rénaux et néphropathie, des effets hépatiques, la NASH, non-alcoolic fatty liver disease, qui a augmenté, et enfin et surtout sur le plan cardiovasculaire, augmentation du nombre des thromboses veineuses avec ce fibrate. Donc, on expose à beaucoup de risques et on ne réduit pas le risque cardiovasculaire. Les fibrates, no benefit and more risk. La LPA. La LPA, eh bien, contient beaucoup de cholestérol estérifié et elle est très importante. Il faut la doser au moins une fois dans la vie. Et vu que sa terminaison de l'ApoA se termine par une protéase-like domaine qui simule le plasminogène, eh bien, elle va consommer le plasminogène et augmenter le risque thrombotique, puisque elle va bloquer la fibrinolyse. Donc, pour résumer cette LPA, elle ressemble de gouttes d'eau à un LDL avec les mêmes risques, mais en plus, vu qu'elle a une ApoA, cette ApoA expose au risque prothrombotique à cause de sa chaîne terminale, la terminaison de sa chaîne ApoA, qui est en fin de compte responsable d'un blocage de la fibrinolyse. Donc, attention à cette LPA, l'hypoprotéine A, il faut la doser au moins une fois dans la vie, once a lifetime, et ce taux est génétiquement stable. S'il est élevé, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des thérapeutiques. Ce nouvel article 2024 me semble très intéressant puisqu'il montre que le LDL et la LPA se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais que, je vous lis le take-home message, chez la plupart des gens, le LDL est plus abondant que la LPA, donc il porte le plus grand risque cardiovasculaire est dû au LDL par son nombre, vu que les particules d'LDL sont beaucoup plus fréquentes. However, cependant, sur la base de particules par particule, la LPA est 6 fois plus hétérogène que le LDL. La LPA est 6 fois plus hétérogène que le LDL. Voilà. C'est intéressant de doser la LPA tout simplement parce que le LDL cholestérol dans l'analyse de sang, quand vous le dosez, vous dosez le LDL cholestérol au laboratoire, eh bien, il va vous donner le cholestérol contenu dans le LDL, mais il va aussi, puisqu'il se ressemble LPA et LDL, il va vous donner le contenu de cholestérol dans la LPA. Et ça représente 30% de la masse de la LPA. En d'autres termes, il faudrait corriger le LDL cholestérol puisque c'est égal au cholestérol LDL du laboratoire qu'on dose, auquel il faut soustraire 30% de la masse de LPA qui correspond au cholestérol porté par la LPA. Et ceci, c'est important beyond LDL, c'est-à-dire c'est un risque cardiovasculaire au-delà du LDL. Ici, c'est une étude récente 2024
qui a montré que l'icosapent éthyle, vous savez, c'est les omégas, et en particulier l'EPA, icosapent éthyle, donné à 2 grammes 2 fois par jour, réduit le taux de triglycérides et réduit également, et il est corrélé au risque avec la LPA. Eh bien, ça fait baisser la LPA. Regardez, baseline LPA moins de 50. Quand on a une LPA moins de 50, eh bien, l'icosapent éthyle permet de réduire le risque. Et ici également, même si la LPA est supérieure à 50, l'icosapent éthyle réduit le risque. Et dans tous les cas, il est significativement, la réduction est significative et le message est très clair. Là, quelle que soit la concentration de LPA en conclusion, eh bien, avec des triglycérides élevés qui reçoivent des statines, si on ajoute l'icosapent éthyle, ça va réduire les événements dans toute la marge de LPA, que ce soit LPA basse ou LPA élevée. Ça, c'est une étude très récente et qui vient de paraître au cours du congrès de l'American College of Cardiology au mois d'avril. C'est l'étude Victorion Initiate, c'est l'inclisiran first, et en utilisant l'inclisiran, eh bien, il est constaté que ça réduit significativement le LDL cholestérol. Eh bien, ça permet d'arriver aux objectifs de LDL et surtout, ça fait baisser la LPA de façon significative. Donc, un des traitements qu'on va bientôt pouvoir utiliser pour baisser la LPA, ce serait l'inclisiran. Et vous voyez ici que c'est très significatif, il fait baisser le cholestérol, les VLD, les triglycérides. Et regardez la dernière ligne LPA, eh bien, elle baisse significativement grâce à l'inclisiran. Il y a le zerlaziran, aussi, ça c'est une étude, vous voyez, en mars 24, qui permet de baisser la LPA de 90%. Et vous voyez en avril encore un papier sur ce zerlaziran avec une baisse de LPA qui va à 99%. Donc les traitements d'LPA, ça arrive. Eh bien, il me reste quelques, je dirais, minutes, 2 minutes pour terminer, en parlant du HDL et pour dire que le HDL, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont apparues, qu'il y a une relation qui est en U, et ça c'est choquant. Et cette relation en U, elle a été démontrée dans plusieurs études, entre autres des études communautaires anglaises qui nous disent que faire monter le HDL jusqu'à un certain seuil, ça réduit la mortalité toute cause, mais attention aux personnes qui ont un HDL trop élevé. Regardez, il y a un lien de relation entre HDL bas et mortalité, mais aussi entre HDL trop élevé et mortalité. Idéalement, jusqu'à 0,9, c'est bon. Quand il dépasse 0,9, eh bien, on a une corrélation avec un risque de mortalité, toute cause élevée. Souvent, c'est par des maladies chroniques ou infectieuses. Donc, le HDL, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a les HDL mimétiques parce qu'on a compris qu'il n'y a pas un seul type d'HDL, il y a plein de sous-types et chacun a une fonction particulière. Et maintenant, il y a plusieurs études en cours. Je ne peux pas m'attarder dessus. Entre autres, je citerai uniquement celle-là dans la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Et pour terminer, les autres objectifs, les autres cibles, voilà. Je voulais vous montrer ce schéma, puisque très souvent, les diabétiques avec des triglycérides élevés, syndrome métabolique et risque résiduel lié aux triglycérides, et ça résume tout ce qu'on a dit, baisser avec les fibrates, c'est non. Utiliser l'icosapent éthyle, il y a une première étude, mais il y a encore beaucoup de choses. Mais par contre, baisser
on a vu l'ALP avec l'inclisiran. Maintenant, ça y est, ça va arriver très bientôt dans les pharmacies dans le monde entier, et puisque ça a déjà commencé aux États-Unis. Maintenant, regardez, il faut faire la différence entre à gauche beaucoup de triglycérides, très peu de cholestérol, et à droite des particules où il y a beaucoup de cholestérol. Et pour faire un peu l'amalgame, quand les triglycérides sont élevés et qu'il y a très peu de cholestérol, eh ben, dans la lipoprotéine, le risque n'est pas immense. Et c'est pour ça qu'en traitant avec des fibrates, ça ne changera rien. Par contre, par contre, le risque résiduel, eh bien, il y a de nouvelles molécules comme angiopoïétine-like 3 ou encore celle-ci, le bloqueur de l'ApoC3. C'est des molécules qui sont très prometteuses et les bloqueurs de l'ApoC3, ça a beaucoup progressé parce que regardez ici, le cholestérol estérifié à droite est très fréquent avec un gros risque, et avec ce bloqueur de l'ApoC3, eh bien, les triglycérides sont relargués et il y a un retour vers le foie des VLDL rémnants, ce qui est une très bonne chose. En bloquant l'ApoC3, eh bien, il y a maintenant des études avec le blocage de l'ApoC3, puisqu'on a constaté que la perte de fonction de mutation était liée avec une baisse du risque cardiovasculaire et des triglycérides. Maintenant, il y a les antisens ApoC3 qui arrivent. Eh bien, vous voyez qu'avec les ApoC3, regardez ici, c'est ma dernière diapo, ApoC3, ça fait baisser énormément, énormément le risque cardiovasculaire. OK, donc juste pour conclure que lipid lowering trials et lipid lowering therapeutics, les traitements qui font baisser les lipides en dehors du LDL, il y en a beaucoup et que c'est très prometteur, que l'avenir est à nos portes avec l'acide bempédoïque, avec ses ApoC3 bloqueurs, l'inclisiran. Et il y a beaucoup de choses pour ce risque résiduel, mais on n'oublie pas une chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui par faute de temps, c'est l'inflammatoire. Parce que pour l'instant, on sait que l'inflammation est un risque résiduel, mais on n'a pas encore de vraies méthodes pour bloquer cette inflammation, même s'il y a eu des études avec le canakinumab, l'étude CANTOS, mais sur le plan pratique, l'inflammation, on ne la domine pas encore thérapeutique, et on est toujours autour de ces lipoprotéines. Et l'avenir nous montrera, Inch'Allah. Je vous remercie.